à tous, bienvenue à Orléans pour ce nouveau Hors-les-Murs. En 1429, Jeanne d'Arc fait lever le siège tenu par les Anglais. Depuis cette date, quasiment chaque année, presque sans interruption, la ville rend hommage à cette figure de l'histoire. Et selon la tradition, c'est une jeune Orléanaise qui figure, Jeanne d'Arc, tout au long de ses fêtes, perpétuée à la fois par l'Église, les autorités civiles et militaires. KTO vous propose donc de vivre les grands moments de ces 585e fêtes joanniques. Nous verrons quelle empreinte la sainte a laissée à travers la ville et dans le cœur de la population. Et puis dans le contexte de la laïcité à la française, quel témoignage Jeanne d'Arc apporte encore aujourd'hui. Mais tout de suite, on va faire la connaissance de Félicité, cette jeune Orléanaise qui représente Jeanne d'Arc, avec ce portrait signé Brice Katakawa et Marine Wolf. C'est Félicité, le maire de Marne, qui refait vivre cette année aux Orléanais le passage de Jeanne d'Arc dans leur ville en 1429. Une tradition vieille de 1945. Depuis, tous les ans, l'association Orléans-Jeanne d'Arc sélectionne avec minutie une jeune fille qui figure la pucelle le temps des fêtes joanniques. Parmi les temps forts, l'entrée de Jeanne d'Arc dans Orléans par la porte de Bourgogne et la remise de l'épée entre l'ancienne Jeanne et la nouvelle. Je reçois cette épée avec ferveur, sachant bien que l'avoir portée me constitue dans un rôle qui me dépasse. Puisse Jeanne d'Arc m'aider à être d'elle-même durant ces jours une image fidèle. Pour cette jeune fille de 16 ans, en première ES au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte à Orléans, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Originaire de la région parisienne, elle habite depuis 10 ans à Saran, dans l'agglomération orléanaise. Encouragée par une ancienne Jeanne, Félicité a passé le pas en septembre dernier et a postulé. En fait, j'ai découvert Jeanne dans les livres des saints, là où il y a les histoires des saints. Et donc ça, quand on habitait à Versailles. Et puis quand on est arrivé à Orléans, j'ai su qu'il y avait des fêtes ici à Orléans. Et donc on y allait tous les ans. Et voilà, j'avais très envie de représenter Jeanne d'Arc. C'est surtout des aspects que j'aimerais avoir, des qualités qu'elle a et que j'aimerais faire grandir en moi. La foi, la piété, la sagesse, le courage. Le courage, c'est important. Mais avant de représenter cette figure de l'histoire de France pendant les festivités, Félicité et ses pages sont partis sur les traces de Jeanne d'Arc de Domrémy à Rouen, un pèlerinage d'une semaine début février, qui n'a pas uniquement pour but d'approfondir leur connaissance historique, mais surtout de s'imprégner de la spiritualité de Jeanne d'Arc. C'est vraiment celle que j'ai préférée de tout le voyage. On voit tous les symboles de Jeanne d'Arc, donc avec son épée, il n'y a pas son étendard, mais son épée, son armure, les fleurs de lys. Et moi je trouve que son regard est hyper apaisant et elle est vraiment habitée du Seigneur et je trouve ça hyper beau. Elle est dans tous les lieux où elle a prié, c'était des moments très forts. On a prié exactement au même endroit et on se dit que vraiment là, elle parlait avec le Seigneur et vraiment c'est quelque chose de très fort. C'était très émouvant toutes ces parties-là du pèlerinage. Elle ne savait pas à quoi s'attendre et elle a cru pleinement. Et donc ça, je pense que c'est important pour moi, pour être témoin de ma foi et pour représenter vraiment Jeanne d'Arc, de la connaître vraiment comment elle est au fond de son cœur. Depuis 10 ans, l'église locale a voulu renforcer la dimension spirituelle de ces fêtes. Ainsi, chaque 3 mai, une procession emmène la foule jusqu'à Notre-Dame des Miracles, le lieu où Jeanne d'Arc aurait prié chaque jour durant le siège de la ville. Un moment intense pour Félicité. Catholique pratiquante et engagée dans l'église, elle prépare les plus jeunes au baptême et à la confirmation et fait partie de l'équipe d'animation des messes de 2 paroisses. Qui que nous soyons, nous sentons bien que Sainte Jeanne d'Arc est vraiment l'âme d'Orléans. C'était une grande source d'émotion sur le moment parce que j'étais dans l'intimité avec la Sainte Vierge, avec Sainte Jeanne d'Arc, avec le Seigneur et voilà, c'était très émouvant. J'étais l'abstraction des autres personnes autour de moi, j'étais toute seule devant la Sainte Vierge. Pour Félicité, figurer Jeanne d'Arc, c'est également représenter des valeurs de courage et de loyauté. Aujourd'hui, elle souhaite continuer à les incarner dans son quotidien et peut-être même les transmettre aux plus jeunes. Nous sommes dans la chapelle Notre-Dame des Miracles où Jeanne d'Arc est venue prier.
Marie-Christine Borda-Chantegrelet, présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez figuré Jeanne d'Arc vous-même en 1968. C'est une expérience qui marque à vie? C'est une expérience qui marque à vie. C'est une expérience qui marque à vie parce que c'est qu'une fois, donc ça prend une intensité, mais indépendamment de ça, on y vit des moments extrêmement forts, des rencontres. On a... le terme rôle n'est peut-être pas le plus approprié, mais on a quelque chose là à faire passer, à transmettre aux gens qui sont. Et je crois que lorsque de surcroît on vit ça à 17 ans, c'est quelque chose qui vous marque, oui. Alors ces fêtes, elles ont lieu depuis 585 ans. C'est assez exceptionnel. C'est quoi le sens profond de ces fêtes ? Alors en 1429, le 8 mai, Jeanne vient d'emporter la bataille des Tourelles et elle prend la tête d'une procession d'action de grâce suivie par toutes les composantes de la population et ils vont en procession donc jusqu'au lieu des Tourelles. En revenant, elle s'arrête dans cette église où elle venait prier lorsqu'elle séjournait chez Jacques Boucher et elle rejoint la cathédrale pour assister donc à une messe pour remercier Dieu d'avoir favorisé la victoire. Et dès l'année suivante, les Orléanais refont cette procession, refont ce trajet, et c'est ce que 585 ans après, nous continuons à faire. C'est à la fois l'expression de la fidélité et de la reconnaissance d'Orléans à Jeanne. Et ce qui est très fort, c'est qu'au total cumulé dans l'histoire, il n'y a eu que 34 ans où les fêtes n'ont pas eu lieu, ce qui est extraordinaire. C'est plus qu'une simple reconstitution historique? Ah oui, complètement. Alors, une des choses qui est la force de nos fêtes, c'est qu'elles sont sous les 3 ordres, civils, religieux et militaires, et qu'on les retrouve, quel que soit le moment de ces fêtes, moment vu, connu au grand public, ou moment plus privé, et ne serait-ce que par le fait que si on ne prend que la journée du 8 mai, on commence par une messe à la cathédrale, il y a ensuite le défilé militaire et le défilé civil, qui reprend là aussi avec toutes les composantes de la population ce cheminement premier, et c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus qu'une reconstitution historique. Il y a la dimension spirituelle qui est très, très importante, et puis la dimension de la reconnaissance de la ville. C'est un équilibrage entre dimension spirituelle, dimension plus populaire, plus folklorique aussi. Comment est-ce que tout ça s'équilibre, s'orchestre? Chacun y trouve, j'espère, en tous les cas, ce qu'il vient chercher, ce qu'il vient puiser en Jeanne. Donc les choses, effectivement, s'équilibrent avec un souci néanmoins de conserver ce qui est vraiment ce sens profond, c'est-à-dire de ce qui est l'esprit premier de cette manifestation de la ville d'Orléans à Jeanne d'Arc. Alors, c'est vrai qu'au fil des siècles, il y a d'autres manifestations qui s'y ajoutent parce que il faut faire venir la population, il faut attirer, mais je crois que si on ne prenait qu'un marché médiéval, on ne prenait qu'un set électro et qu'on le coupait de ce que sont, et alors là je parle du 8 mai, mais il y a des autres journées qui sont aussi très importante, la remise de l'épée, la chevauchée de Jeanne d'Arc, qui est l'hommage de la jeunesse chrétienne à Jeanne d'Arc. Je veux dire que si on ne prenait donc que ces autres manifestations extérieures et qu'on les coupait des autres, nos fêtes perdraient leur sens, oui. On va revenir à la jeune fille qui représente Jeanne cette année, Félicité. Vous faites partie de la commission qui a désigné la Jeanne de cette année. C'est quoi les critères pour être Jeanne d'Arc ? Alors je préside effectivement cette commission. J'évoquais qu'il y avait les 3 ordres, on les retrouve dans la commission. Donc les critères, au départ, il faut que la jeune fille habite depuis au moins 10 ans à Orléans ou sa très proche banlieue. Il faut qu'elle soit âgée de 16-17 ans. J'en avais 17 ans en délivrant Orléans. Il faut qu'elle soit baptisée, qu'elle soit catholique pratiquante, qu'elle ait une vraie démarche de foi et de spiritualité, et qu'en plus, elle donne bénévolement de son temps au service d'autrui. Donc, et en plus, il n'y a pas de candidature personnelle. Elles doivent transiter, soit par les écoles, soit par les paroisses, les groupements de scouts ou associations d'obédience chrétienne. Et je reçois les dossiers, on enquête un peu, et ensuite, l'aumônier de l'association et moi-même, nous recevons donc l'ensemble des candidates pour qu'au-delà du papier, on essaye de mieux comprendre quelles sont leurs motivations, ce que ça représente, et ensuite la commission se réunit et à huis clos, elle décide laquelle. Alors pourquoi votre choix s'est porté sur Félicité cette année ? À huis clos, j'ai dit.
Donc c'est un secret, on ne saura pas. Oui, c'est un secret. Alors non pas parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a à cacher, mais nous sommes toujours très frappés avec l'aumônier de voir que l'ensemble des candidates que nous avons devant nous sont toutes des jeunes filles intéressantes, qui ont de la profondeur, qui ont une vraie foi, qui ont une vraie, ouverture aux autres. Et je trouve que tout d'un coup, dire c'est celle-là plus qu'une autre, ça laisserait sous-entendre que les autres sont moindres. Voilà, quand nous parlons, quand nous étudions les dossiers, quand nous voyons, il y en a une qui s'impose. Et j'ai toujours pensé, parce que nous n'avons jamais été déçus par les jeunes filles qui figurent Jeanne, j'ai toujours pensé que Jeanne, la vraie, celle de là-haut, nous inspirait. Alors on voit la jeune fille donc, qui figure Jeanne d'Arc, on voit l'aura qu'elle a. Qui est-elle pour les Orléanais, cette figurante en fait ? Alors je crois qu'il n'y a pas une lecture linéaire. Je crois que selon la population, tout le monde ne voit pas la même chose. Donc il y en a qui ne voient effectivement qu'une simple représentante, quelqu'un qui jouerait le rôle de Jeanne. Et comme elles sont toujours jeunes, souriantes et avenantes, on les trouve tout à fait agréables. Mais il y a c'est plus que de la figuration. Mais voilà, il y en a qui ne la voient que comme ça, mais c'est bien évidemment beaucoup plus que de la figuration. Je crois que la jeune fille, et je m'autoriserai le nous en parlant, nous avons véritablement, alors ça peut paraître un peu paradoxal comme propos, mais là où on est sur notre cheval, dans les manifestations, sans doute à transmettre les valeurs que Jeanne nous a laissées et nous a apprises, montrer qu'elle peut être encore un exemple et qu'on a quelque chose justement à faire passer d'elle. Et je crois que cette dimension spirituelle que nous demandons aux jeunes filles, il n'y a pas qu'elles qui pourraient l'avoir, mais en l'occurrence, elles l'ont, cette attention aux autres, et que peut-être une fois qu'elles sont rentrées, elles sont plus dans l'armure et qu'elles sont rentrées dans ce qu'on dirait la vie plus anonyme, c'est peut-être là où tout commence. Et parce qu'elles ont été Jeanne, on peut penser que peut-être vis-à-vis des autres, elles font passer autre chose que ce qu'elle faisait avant. On a un peu aussi l'impression peut-être que c'est une icône un peu figée dans son époque. En quoi est-ce qu'elle peut rejoindre les jeunes aujourd'hui ? Je crois que les messages qu'elle nous donne, et qui pourraient être des messages de foi, le message du service, le message de l'engagement, peut parfaitement correspondre aux jeunes d'aujourd'hui et au monde d'aujourd'hui. La foi, parce que je crois que là, il y a une importance et ça donne une autre dimension à la vie. Le fait de servir, je crois que nous avons tous, non pas à vivre repliés sur nous-mêmes et dans l'égoïsme, mais à donner, à partager, surtout lorsqu'on a la chance d'être dans un pays, dans un milieu, dans un contexte où justement on a quelque chose à partager. Et puis l'idée de l'engagement et de la fidélité. Quand on dit oui et quand on dit je fais ça, c'est quelque chose qui engage au-delà des mots. Et je pense que ça peut vraiment parler à notre monde d'aujourd'hui. Et ça serait même bien que ça lui parle encore plus. Merci. Merci. On va maintenant s'intéresser à la figure historique de Jeanne d'Arc. L'héroïne d'Orléans a inspiré au fil des siècles de nombreux monuments, de nombreuses œuvres, et son empreinte est encore visible un peu partout dans la ville aujourd'hui, comme derrière moi, à la maison de Jeanne d'Arc que vous voyez. Visite dans les pas de Jeanne d'Arc avec ce reportage signé Marine Wolf. Le souvenir de Jeanne d'Arc est plus fort qu'ailleurs dans les villes joanniques et Orléans n'y échappe pas. L'artère principale du centre-ville, la place du Martroi, devant la façade de la mairie et même sur les confiseries, aujourd'hui sa figure est présente un peu partout. Visite guidée avec l'historien Yann Rigolet. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans la rue Jeanne d'Arc d'Orléans. Donc c'est une des grandes artères principales d'Orléans, donc qui mène bien sûr à la cathédrale Sainte-Croix. Donc un hommage continu, une ferveur envers Jeanne d'Arc. Une ferveur qui tient plus au personnage historique qu'à la figure nationaliste si connue de nos jours. Les Orléanais lui vouent une grande reconnaissance.
c'est celle qui a chassé les Anglais sur le point de prendre la ville. À Orléans, il n'y avait pas besoin d'avoir une fête du 14 juillet parce qu'on avait justement la fête traditionnelle de Jeanne d'Arc, une fête républicaine. La ville, elle a été mythifiée donc le 8 mai 1429. Ici, c'est la Jeanne d'Arc historique, la Jeanne d'Arc des Orléanais. Et quelque part, on peut fêter aussi l'idée d'une Jeanne d'Arc républicaine. Preuve de l'attachement de la commune à ce personnage, le centre Jeanne d'Arc dépend du service culturel de la ville. Dans ses murs, 22 000 imprimés retracent les différents types de représentations de la pucelle du XVe siècle à nos jours. Olivier Bouzy, docteur en histoire médiévale, avec son ancien étudiant Yann Rigolet, ne se lasse pas de se plonger dans ces documents. Il y a quelques cartes en couleur. Et des cartes en couleur, ce qu'on appelle les cartes de fantaisie patriotique. Voilà, avec des comment dire... La réconciliation voilà, tout à entre fait la France. Autre lieu, le musée historique et archéologique de l'Orléanais. On y trouve de nombreuses œuvres inspirées par Jeanne d'Arc au fil des siècles. On la voit notamment combattante, comme sur cette Vierge à l'enfant où elle est en prière. C'est une Jeanne en Amazone, avec les cheveux dénoués. Elle est représentée de profil, à genoux, en armure. Et c'est une Jeanne d'Arc finalement militaire. Avec le temps, sa figure évolue pour devenir une Jeanne libératrice, une des plus célèbres images de l'héroïne. Le chapeau à plumes, donc symbole de la noblesse, l'épée donc avec les fleurs de lys, donc le collier qui est le symbole de la séduction. Et l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir cette inspiration donc de la femme guerrière, la femme résistante et la femme protectrice et la femme figure du peuple. Et ensuite, on va arriver donc à une image en fait de Jeanne d'Arc un peu plus révolutionnaire. Et la théorie assez séduisante, c'est de dire que le modèle Jeanne d'Arc a finalement pu servir un petit peu de substrat pour créer l'image de la Marianne républicaine, cette allégorie qu'on trouve pendant la Révolution. L'héroïne a toujours été représentée, mais tout particulièrement entre 1890 et 1920, année de sa canonisation. À cette période en France, on publie un livre par jour sur Jeanne d'Arc. C'est d'ailleurs au début de cette période qu'apparaît Jeanne d'Arc en bergère, écoutant ses voix, une image qui sera récupérée à travers le temps. On a les apparitions donc, de Saint-Michel. Et cette image, donc, c'est vraiment le modèle de la bergère qui écoute ses voix. Un modèle qui sera d'ailleurs régulièrement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, sur les cartes postales patriotiques où on représente les poilus. Eh bien, Jeanne d'Arc est représentée, donc parfois, bien sûr, les aidant, dans l'effort de guerre, mais c'est aussi parfois réconcilier ou consoler les poilus. Par la suite, l'image de Jeanne d'Arc va continuer d'être récupérée politiquement, mais c'est une vision très française de l'héroïne. À l'étranger, c'est une figure plus éthérée, c'est la Jeanne d'Arc artistique, littéraire et du cinéma. Notamment en Asie, elle y est en fait plus connue qu'en France, où elle a peu à peu disparu des manuels scolaires. Nous sommes à l'intérieur de la maison de Jeanne d'Arc qui abrite aujourd'hui un centre de recherche. Olivier Bouzy, docteur en histoire médiévale et responsable scientifique du centre Jeanne d'Arc, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors on va se centrer sur la Jeanne d'Arc d'Orléans. Que sait-on sur elle à ce moment particulier de sa vie ? On sait beaucoup de choses et peut-être beaucoup plus de choses que les gens de l'époque le savaient, puisqu'on a eu l'occasion de faire une synthèse sur des documents qui n'étaient pas facilement accessibles à l'époque. Donc on sait qu'elle est née à Domrémy, probablement au début de l'année 1412. La date traditionnelle, c'est l'épiphanie, mais il n'y a qu'un seul témoin qui le dit. Mais c'est vraisemblablement au début. C'est une paysanne de niveau aisé, probablement serve. Analphabète, très intelligente néanmoins, très charismatique, une jeune femme avec une excellente mémoire, petite brune, très musclée, très résistante, ça c'est pour le physique, une tache rouge derrière l'oreille, dira un autre témoin isolé. Pour le reste, c'est une jeune femme émotive, qui rit facilement, qui pleure facilement, très pieuse, très volontaire. Bon, ça, c'est le portrait moral. Elle est arrivée voir le roi Chinon, elle l'a rencontré, elle l'a convaincu, très probablement. Elle a convaincu son entourage également, et elle est expédiée à Orléans pour donner un signe. C'est-à-dire qu'elle se présente comme une prophétesse, et les prophètes, à l'époque, doivent donner un signe pour être crus. Alors c'est au XVe, pas rare de voir des prophètes, des prophétesses qui vont porter des messages au roi, mais qu'est-ce qui distingue Jeanne d'Arc des autres ?
Alors, c'est pas rare de voir des prophètes. En effet, il y en a jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 19e siècle. C'est très fréquent, des hommes, des femmes. Ils ont tous à peu près le même profil, des jeunes, simples, de la frontière. On les examine, on leur fait passer une sorte d'examen et on les accepte ou on les accepte pas quand ils donnent leur signe. Ce qui va différencier Jeanne d'Arc, c'est que non seulement elle annonce, mais aussi elle agit. Et elle veut participer à la réalisation finalement de sa mission. Sa mission, c'est d'annoncer au roi que la France a été punie pour des péchés, probablement, donc un discours très fréquent à l'époque, mais que la punition est terminée et que les Anglais vont devoir partir. C'est ça le signe. Alors, le signe qu'elle annonce c'est la levée du siège d'Orléans. D'accord. Quel est son rôle dans cette levée du siège ? Alors c'est un rôle qui est d'abord religieux, moral. Elle est le témoin que la punition des Français est terminée. Elle est, certains vont le dire, un ange envoyé par Dieu. Un ange, c'est un messager, donc elle est proprement, effectivement, en tant que prophète, le messager de Dieu. Et elle va participer à cette levée du siège en remontant le moral de l'armée royale qui est réfugiée à Blois, en remontant le moral des habitants de Rouen, en remontant le moral des quelques troupes qui sont restées sur Orléans. Et elle va les convaincre très rapidement, d'ailleurs, à la suite aussi, en bénéficiant d'un certain nombre de hasards tout à fait intéressants pour elle. Mais très rapidement, il semble que les principaux hommes de l'état-major royal soient convaincus. Le maréchal Boussac, l'amiral Cullen, le propre cousin bâtard du roi, le bâtard d'Orléans, sont convaincus de la justesse de ce qu'elle dit. Et petit à petit, par une progression assez rapide pourtant, elle va participer à la prise de la Bastille-Saint-Loup, une cinquantaine d'hommes peut-être battus par 300 Français, donc pas une victoire miraculeuse, mais néanmoins qui remonte un peu le moral d'une armée qui avait été très abattue après la défaite de la bataille des Harengs. Donc après, il y a les tourelles, il y a donc le départ des Anglais, et à partir de ce moment-là, elle a donné son signe. Les Français sont convaincus qu'elle est bien envoyée par Dieu, les Anglais aussi. Donc ils ont le moral complètement abattu à leur tour, et ça va amener la défaite anglaise de Patay, où des troupes à peu près équivalentes, d'un niveau à peu près équivalent militairement, vont se rencontrer un peu par hasard, et les Anglais vont être totalement écrasés. Il y a une forte attente des Français, et elle répond à cette attente ? Alors il y a une forte attente des Français depuis déjà quelques années. Ils attendent un miracle, évidemment, puisque la France, pour les gens du Moyen-Âge, c'est le très saint royaume de France, la fille aînée de l'Église, ainsi de suite. Ils ne comprennent pas que les Anglais, qui sont 10 fois moins nombreux, 10 fois moins riches, 10 fois moins puissants, puissent les battre comme ça de façon répétitive. Alors nous, on sait qu'il y a des raisons militaires, c'est-à-dire qu'il y a le développement de l'archer anglais qui mitraille à très grande portée et de façon très rapide les troupes françaises et qui les cloue au sol. Bon, mais ça ne suffit pas comme explication pour les Français. Donc ils inventent, ils expliquent ça par des péchés mal définis du royaume en général, et donc c'est une punition. Et Jeanne d'Arc annonce que la pénitence est terminée. C'est ça. L'attente, en fait, finalement, c'était ça. On les attendait d'être rassurés et pour se relancer à l'attaque. Et qu'est-ce qui vous marque, vous, particulièrement chez elle ? Probablement sa personnalité qui est difficile à cerner, sans doute, mais une personnalité charismatique sans doute très impressionnante, puisqu'elle a été en mesure de se faire accepter, de se faire obéir parfois par des hommes d'armes dont on sait par ailleurs que ce sont des tueurs. Donc ce sont des chefs de guerre qui sont extrêmement endurcis, extrêmement féroces pour certains d'entre eux. Parmi eux, il y a Gilles de Rais, qui est le premier tueur en série de l'histoire de France. Et elle a réussi à se faire accepter par ces gens-là, qui ne sont pas non plus très féministes, on va dire. Donc cette petite fille qui arrive, elle arrive avec un message religieux qui lui permet de s'imposer, mais elle a une personnalité qui lui permet de pousser plus loin que les autres prophètes de son époque. Merci.
Je retrouve le colonel Gilles Besançon, commandant de la base aérienne d'Orléans-Brissy. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en quelque sorte le chef d'orchestre du défilé militaire de ces fêtes de Jeanne d'Arc. On le sait peu, mais ce défilé est le deuxième en France, derrière celui du 14 juillet. Pourquoi un tel hommage encore aujourd'hui à Jeanne d'Arc ? Je crois que Orléans est une grande garnison française, assez représentative de la défense d'ailleurs, parce que nous avons de nombreuses formations militaires interarmées. Nous avons un grand régiment de l'armée de terre, le 12e régiment du cuirassier, 2 bases aériennes, 3 établissements du service de santé des armées. Donc une belle représentation de ce qu'est aujourd'hui l'armée française. Mais quel lien aujourd'hui avec Jeanne d'Arc ? Le lien avec Jeanne d'Arc, il est lié, s'établit avec Orléans, puisque c'est une ville qu'elle a libérée. Et puis je crois que Jeanne d'Arc représente une figure de la France combattante. Aujourd'hui, est-ce que les soldats français connaissent Jeanne d'Arc ? Les soldats français connaissent Jeanne d'Arc, ils portent tous un insigne sur le cœur, que l'on appelle encore aujourd'hui la pucelle, en l'hommage de ce que les poilus accrochaient au revers de leur manteau lorsqu'ils montaient à la charge en sortant des tranchées. Donc il y a un attachement historique. Nous avons aussi une escadrille de chasse qui porte le nom de Jeanne d'Arc. Nous portons dans nos traditions le nom de Jeanne d'Arc. Quelle qualité Jeanne d'Arc a qui fait écho aux militaires, aux soldats ? Des qualités très simples, la jeunesse, l'engagement, les valeurs. Voilà, je crois que Jeanne d'Arc est une image qu'on ne cherche pas à s'approprier exclusivement, mais qui porte en elle des valeurs que l'on retrouve aujourd'hui dans l'engagement de nos forces armées. Ce défilé militaire, c'est avant tout beaucoup d'entraînement ? Ça représente des entraînements parce qu'effectivement, lorsque l'on fait défiler 700 hommes et femmes, il faut effectivement un certain recalage, j'allais dire, sur le défilé en lui-même, mais aussi beaucoup de coordination, puisque comme vous le savez, il faut coordonner non seulement le défilé des troupes à pied, le défilé mécanisé, et puis un défilé aérien également. Merci mon colonel. Alors pour préparer ces fêtes joanniques, l'Église, les autorités civiles et militaires travaillent côte à côte. Une exception dans le paysage laïque à la française. On va regarder ce reportage de Coraline Salboche. Il est tout juste 10h et déjà la journée s'annonce chargée pour le Père Giraud, recteur de la cathédrale d'Orléans. C'est l'heure des derniers préparatifs et durant ces 2 derniers jours de fête, pas de place laissée au hasard. Dans la cathédrale et à l'extérieur, tout est soigneusement orchestré en collaboration avec l'armée et la municipalité. Tout autour, là, il y a le clergé. L'armée qui est là, prêt à sortir avec nous au top que nous donnerons les organisateurs. Ensuite, le Père Giraud fait en effet partie du comité d'éthique à la tête de l'organisation des fêtes, un protocole lourd que le prêtre gère néanmoins avec enthousiasme depuis 13 ans. Ces fêtes se préparent avec l'armée, avec la mairie, donc l'État, et l'Église. Et je représente l'évêque à toutes les réunions. Tout est millimétré et il faut que la liturgie en particulier soit priante, célébrante, joyeuse et qu'elle exprime la foi de Jeanne d'Arc. C'est l'occasion de recevoir des gens qui ne rentrent pas dans les églises, dans les cathédrales habituellement, mais à l'occasion de cette fête, viennent prendre un petit air de foi. Et ça fait pas de mal, je pense, pour eux, et ça fait beaucoup de bien pour nous. Comme chaque année, le comité d'éthique travaille également avec des associations locales. Bertrand Deshaies en fait partie. Cet Orléanais pur souche veille à préserver le sens historique des fêtes joanniques à travers la place réservée à l'étendard. Porté par des militaires remis par le maire à l'évêque, il est le symbole de la communion d'Orléans autour de Jeanne d'Arc. Il appartient à tout le monde. On avait déjà une représentation religieuse, la représentation militaire, j'ai envie de dire, puisque c'était le cri de rassemblement, et puis les queues qui représentaient le pouvoir, à l'époque, qui était le pouvoir royal. Et donc l'unité, elle est là. Depuis 585 ans, bientôt 600 ans, spontanément, tous les ans, tout le monde se rassemble autour de cette délivrance de 1429. Et ça, c'est le plus important, c'est l'unité qui nous rassemble. Et l'étendard, il faut qu'il soit là pour nous rappeler ça. Quelques heures avant le défilé qui clôturera les fêtes, sur le parvis de la cathédrale, c'est l'heure des dernières répétitions pour l'armée. À l'intérieur, le commandant Besançon de la base aérienne d'Orléans-Brissy, le maire et les élus municipaux participent à la messe solennelle du 8 mai.
un mélange des genres clairement assumé. Et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un esprit, je ne vais pas dire d'équipe, mais presque familial dans l'organisation de ces fêtes. Alors, je connais les fêtes de Jeanne d'Arc depuis plus de 50 ans. Il y a eu des municipalités de droite et de gauche qui se sont succédées et ça n'a jamais posé aucun problème. Même écho du côté de l'armée, 900 militaires sont mobilisés à l'occasion des fêtes joanniques. Dans les airs, un avion A400M survole la cathédrale. L'autorisation exceptionnelle a été donnée par le ministre de la Défense. L'armée collabore à ces fêtes joanniques, enfin, elle participe à ces fêtes joanniques parce que c'est une vieille tradition qui remonte au premier cortège, celui du 8 mai 1429, cortège qui a vu Jeanne d'Arc être suivie par toute la ville d'Orléans et les forces militaires qu'elle commandait. Depuis, c'est une tradition qui se perpétue. Il est normal maintenant que les armées y participent. Côte à côte pour le grand défilé du 8 mai, religieux, militaires et élus municipaux sont les témoins de cette exception française. Depuis près de 600 ans, Orléans et les fêtes de Jeanne d'Arc sont devenues l'expression d'une laïcité décomplexée et populaire. Voilà, on se trouve à l'intérieur de l'hôtel Groslo, qui est l'ancien hôtel de ville. Serge Grouard, maire d'Orléans, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un peu une curiosité dans le paysage laïque français, ces fêtes où à la fois l'Église, les autorités militaires et civiles rendent hommage à Jeanne d'Arc. C'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, ce sont des fêtes nationales. Elles ont été reconnues juste après la Première Guerre mondiale comme fête nationale en hommage à Jeanne d'Arc. La place de chacun est respectée, le cadre de l'Église, le cadre civil, militaire. Il y a une alchimie. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel, je crois, qui nous réunit tous et qui réunit effectivement le religieux, le civil, le militaire, j'allais dire les différents esprits que nous représentons, esprit d'humilité, esprit de service, esprit de défense. Et c'est cela aussi qui fait l'unicité, la caractéristique de ces fêtes joanniques. Donc vous êtes bien un lieu d'exception. J'aurais presque, la prétention de dire un lieu unique. Parce que, d'une part, il y a la durée de ces fêtes, puisque l'origine se trouve dans la libération d'Orléans en 1429. Et depuis lors, à quelques très rares exceptions près, tous les ans, Orléans célèbre et remercie Jeanne d'Arc. 585 ans, c'est unique. Pourquoi est-ce qu'on la célèbre encore autant, 585 ans après ? Mais il y a une part de mystère. Je crois parce que nous la ressentons très fortement. En fait, c'est comme si paradoxalement cette durée très longue abolissait le temps. C'est presque hier. Ça n'est plus il y a 585 ans. Cela fait partie du présent. Par la répétition de la commémoration, qui est plus qu'une commémoration, en fait, on n'est plus dans le passé, on est dans le présent. Elle n'est pas une figure lointaine, non. Jeanne d'Arc ? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle est là. Quelque part, elle est là. Vous ressentez je le ressens très fortement. Cette présence actuelle, contemporaine. Je la ressens. De quelle façon ? Très intérieure. Très... On peut utiliser tous les mots qu'on veut. Tous les superlatifs. Plus on entre dans la vie de Jeanne d'Arc, plus on la connaît, plus elle est mystérieuse. Et quelque part, notre regard d'aujourd'hui est décalé. Il faut regarder autrement. Il faut essayer de comprendre autrement. Et au-delà de tout cela, c'est un peu comme notre enfant. Par-delà, encore une fois, ces siècles d'histoire. Ces fêtes de Jeanne d'Arc, c'est un rituel pour les Orléanais qui reviennent chaque année, ou c'est plus que ça ? C'est plus que cela, parce que
le véritable héros des fêtes joanniques, c'est le peuple d'Orléans. C'est aussi ça, la dimension unique. C'est que ce ne sont pas des commémorations avec des officiels, des institutionnels, quelques événements, et puis on n'en parle plus. Non, c'est impressionnant, parce qu'il y a une bonne partie d'Orléans qui est là, et des gens qui viennent d'ailleurs, et de très loin. Et pourtant, elles sont quand même peu connues, bien qu'elles soient nationales, hors d'Orléans. Comment est-ce que vous expliquez peut-être ce déficit de notoriété? Est-ce que c'est aussi parce que Jeanne d'Arc peut être aussi instrumentalisée? Elle l'a toujours été, mais il y a des grands auteurs qui ont écrit là-dessus et qui ont montré que toute récupération était vaine. Et nous, ici, nous nous sentons les gardiens, justement, d'une Jeanne d'Arc qui dépasse tous ces clivages. Ces récupérations, elles sont vaines. Elles sont dans du petit court terme sans intérêt. Jeanne d'Arc, c'est le cœur de l'histoire de France. Jeanne d'Arc, elle est à la convergence de tout, je dis bien de tout ce qui fait la France. Merci. Merci à vous. Je veux dire l'indicible honneur que vous me faites, en me permettant une fois encore de coprésider nos fêtes joanniques. Ou tirés de leur contexte pour des intérêts partisans contraires à l'esprit de Jeanne. Je crois fermement que cette voix vient de Dieu. Nous sommes sur le parvis de la cathédrale. Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans, nous a rejoints. Merci, Monseigneur, d'être avec nous. Bonjour. Alors on le voit, il y a un attachement à ces fêtes joanniques. Il y a énormément de monde qui vient. Qu'est-ce que le public vient chercher? Est-ce qu'il vient rencontrer Jeanne ou est-ce qu'il vient pour toutes sortes de motivations? Dès qu'il y a un rassemblement populaire, festif, les gens viennent. Mais c'est vrai que pour Orléans, c'est quand même tout à fait particulier, puisque ça dure depuis 585 ans. Et ça, c'est quelque chose qui vous surprend encore, vous, en tant qu'évêque? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire la fidélité des Orléanais à fêter la délivrance de leur ville en 1429 et en même temps l'héroïne qui a contribué à cette délivrance, Jeanne d'Arc. Cette héroïne, aujourd'hui, elle a quelle image dans l'esprit des Orléanais? Est-ce que ça n'est pas un peu une icône figée dans le passé? Je vais vous raconter une anecdote. Je venais d'être nommé à Orléans et à ce moment-là, j'étais à Bordeaux. Il y avait un grand rassemblement scout. Et 10 000 scouts, dont bien sûr des scouts d'Orléans. Et donc je suis allé les voir dès le lendemain parce qu'ils ont appris ma nomination. Et la première chose dont ils m'ont parlé, c'est Jeanne d'Arc. J'étais étonné. Des jeunes, je me suis dit, pour des jeunes, ça doit être un peu du passé, un peu ringard, je sais pas. Mais là, c'est un public de scouts, alors c'est déjà un public ciblé. Ah oui, mais enfin quand même. J'ai trouvé quand même assez étonnant que les jeunes me parlent d'abord de Jeanne d'Arc. Et que c'était un honneur pour une fille d'être celle qui était Jeanne d'Arc telle ou telle année. C'est une sainte contemporaine. En quoi est-ce qu'elle peut parler à tout le monde aujourd'hui, même si on est dans une société assez déchristianisée Je crois qu'elle a beaucoup de choses à nous dire, dans la mesure où les similitudes évidemment sont limitées, mais on est aujourd'hui dans une société inquiète, dans une société aussi qui se cherche.
dans une société où, de fait, il y a des divisions. Jeanne a vécu à une époque où il y avait des divisions partisanes, des querelles. Voilà, le peuple avait besoin d'unité et de paix. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, est-ce que notre pays n'a pas besoin de retrouver une unité et même une paix sociale d'une certaine manière? Voilà, donc je crois qu'elle a des choses à dire aujourd'hui, alors par son courage, son engagement, et finalement, il y a un engagement chrétien, mais il y a un engagement social. Elle est pleinement engagée dans la société, elle est voilà, femme, laïque, chef d'armée, elle va parler aux puissants, mais elle va rencontrer les gens du peuple, enfin, elle a vraiment des choses à nous dire, quoi. Qu'est-ce que l'on sait de la spiritualité de Jeanne d'Arc? Jeanne, elle est chrétienne de tradition. Comme elle dit, j'ai appris à prier sur les genoux de sa mère. Alors après, évidemment, il y a la vie intérieure. Tout au long de sa jeunesse, les gens sont marqués. C'est une fille qui est pieuse, même on pourrait dire dévote un peu. Elle va facilement au sanctuaire Notre-Dame de Bermond à Dormy, dès qu'elle entend les cloches sonner. Voilà. Donc elle est assez pieuse, même ses camarades se moquent d'elle. Et puis en même temps, donc à partir de 13 ans, elle va entendre donc des voix qui viennent du ciel et qui vont lui parler. Et c'est vrai que à ce moment-là, elle va avoir une vie intérieure extrêmement profonde. Et sa spiritualité, c'est d'abord une relation avec le monde invisible, hein, le monde de Dieu qui lui parle, donc par l'intermédiaire des saints. Donc elle a une vie intérieure, une vie spirituelle extrêmement profonde. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne dévie jamais, jusqu'à crier sur le bûcher Jésus, Jésus. Et ce qui frappe d'ailleurs tous les assistants. Certains à ce moment-là se disent, mais attends, c'est pas une hérétique, elle crie Jésus sur le bûcher. Enfin, voilà, Quel est son message aujourd'hui? Il y en a plusieurs, mais je crois d'abord, elle part, au fond, elle part en mission avec cette voix qui lui a dit il y a grande pitié au royaume de France. Voilà. C'est-à-dire avec de la compassion, en disant il y a quelque chose à faire pour la société dans laquelle je vis. Enfin, alors même si c'est Dieu qui l'envoie. Et je me dis aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons besoin de nous poser la question, que pouvons-nous faire pour notre société? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour bien vivre ensemble dans notre société? La différence peut-être avec l'époque de Jeanne d'Arc, c'est qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, les gens sont, tout en ayant les querelles de parti, mais les gens se serrent les coudes dans les villages, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, est-ce que les droits de l'homme ne sont pas devenus les droits de l'individu au détriment du bien commun? Je crois que Jeanne nous invite à retrouver cette notion du bien commun. Alors on le voit bien, le public est très divers ici. Est-ce que l'Église arrive à rejoindre ce public? Comment est-ce qu'elle fait? Une chose est sûre, c'est que l'Église est très présente. Moi, c'est ce qui m'a marqué lorsque je suis arrivé à Orléans. Et puis, venant d'autres diocèses, Angoulême, Bordeaux, où l'évêque peut être sur la place publique. Mais ici, c'est quand même extraordinaire. Puisque la remise de l'épée, 4 discours, c'est l'évêque qui termine, qui fait le 4e discours. Ça, c'est une situation assez inédite en France. C'est assez inédit quand même. D'avoir un évêque qui s'adresse à la foule dans un espace public. Et le 7 mai au soir, il y a 30 000, 40 000 personnes là, dans toute l'avenue Jeanne d'Arc. Est-ce que l'Église, elle a saisi l'enjeu de l'évangélisation dans des rendez-vous où il y a aussi du folklore, de la piété? Justement, les fêtes de Jeanne d'Arc, je crois, en sont une belle illustration. C'est très important que nous soyons présents. Et moi-même, dès que je suis arrivé à Orléans, j'ai souhaité vraiment être présent à tout. Voilà, on n'est pas obligé d'aller à l'île Charlemagne. J'ai souhaité vraiment être présent à tout, parce que je me dis c'est une occasion unique que l'Église soit sur la place publique. Elle l'est de toute façon, mais d'une manière un peu particulière. Et puis qu'on puisse faire entendre un message. En même temps, dans le respect des personnes. Hein, il s'agit pas d'imposer. Il faut trouver les mots qui vont aider les gens à réfléchir et sans que ça fasse il vient nous déverser sa soupe. Donc pour vous, c'est une question aussi de langage. Il y a tout un langage à trouver, à réfléchir. Pourquoi le pape François passe-t-il si bien aujourd'hui? Je pense qu'il est dans la même ligne que ses prédécesseurs, mais il a les mots. Il a les mots, les attitudes pour rejoindre les personnes. Une dernière question, Monseigneur. Pour vous, c'est qui Jeanne d'Arc?
Jeanne d'Arc, c'est d'abord une sainte, et je vais faire une confidence. Pour moi, c'est une sainte que je sens très proche. Voilà, j'ai beaucoup d'affection. Je pense qu'elle en a pour moi aussi. Merci. Merci à vous. Lecture du livre de la sagesse. J'ai résolu d'amener la sagesse de Dieu à partager ma vie, car je savais qu'elle serait ma conseillère dans le bonheur, mon réconfort dans les soucis et dans la tristesse. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Et Christ, et gloire. Voilà pour les dernières minutes de cette émission. Après cette messe solennelle dont on vient voir des images, eh bien, je retrouve Monseigneur Claude Dagen, qui est l'invité de ces fêtes joanniques, évêque d'Angoulême, également académicien et puis compagnon de route de Monseigneur Blacard. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, quel regard vous portez-vous sur ces fêtes? On perçoit bien ce climat de confiance. On voit l'Église qui est côte à côte avec les autorités civiles. On l'a bien vu dans la célébration, les militaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pour moi une découverte, car je n'étais venu ici que pour l'accueil de Jacques Blacard comme nouvel évêque d'Orléans. Et je n'avais jamais vu de près la cathédrale, et peu près, et en même temps de l'intérieur. Et ce que je vois depuis hier, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire non seulement l'alliance de l'Église et de l'État, c'est facile à voir, mais une espèce de mélange heureux entre l'ordre et la liberté. Et cette alliance qui est quelquefois difficile à réaliser, il y a d'un côté les partisans de l'ordre et de l'autre les partisans de la liberté, les catholiques se rangeant généralement plutôt du côté de l'ordre que du côté de la liberté, même s'il y a des variations à travers l'histoire. Mais là, il y a une espèce d'alliance presque immédiate, nous l'avons vu en vivant la messe, et puis la liberté. La belle liberté, la simple liberté des enfants de Dieu dans leur diversité évidente, et du point de vue politique, et du point de vue culturel, et du point de vue spirituel, sans juger personne. Mais Jeanne d'Arc est là pour accompagner, pour garantir, ou pour permettre que se maintienne cette alliance étonnante de l'ordre et de la liberté, qui fait sans doute partie aussi de l'essence de la France. Alors, justement, à l'image de ce que nous montre Jeanne d'Arc, comment est-ce que les chrétiens se sont appelés à s'engager dans la société aujourd'hui? Eh bien, les catholiques sont capables, sont réellement
répondant à l'appel du Christ pour être des présences de proximité, d'amitié et de confiance. Nous ne le savons pas assez et nous avons évidemment apporté dans la société inquiète une parole non pas d'inquiétude mais de confiance. De confiance, c'est-à-dire il y a en nous des capacités de relèvement, de don, d'engagement, de proximité, de solidarité plus grande que nous ne le savons nous-mêmes. Le problème, ce n'est pas les autres qui refuseraient le christianisme, c'est nous qui ne croyons pas assez aux capacités de la foi au Christ en nous-mêmes, à déployer à partir de nous-mêmes. Merci beaucoup, Monseigneur. C'est à vous, et vive Jeanne d'Arc. Alors voilà, on arrive à la fin de ce Hors les murs. Merci beaucoup à l'association Orléans Jeanne d'Arc, au diocèse et à la ville d'Orléans, ainsi qu'à la rédaction de KTO pour la réalisation de cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet kto-tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.